Claude, pour ces enregistrements, il y a un panneau « Interview du fondateur de l'Athénéum ». J'ai vu ça, oui. Oui. Tu te sens entrer dans le musée? Pour ne rien cacher, je ne suis pas un fanatique des musées. Je suis plutôt de la stratégie de partisan de laisser les œuvres, de les disperser un peu dans les lieux d'origine. Tu sais, c'est un vieux débat. Les musées, c'est lourd à porter. Donc, du coup, non. Peut-être je me rapproche, c'est inévitable. Moi, heureusement pas eux, des ruines romantiques dans la campagne, mais voilà. Alors, il y a eu une évolution, on l'a bien compris, les 15-20 premières années de l'Athénéum avec une émulation, une période avide, changement de statut, mais aussi une perte d'une dynamique sur le campus et la vie étudiante qui a peut-être fait qu'on s'est retrouvé dans le creux de la vague. Aujourd'hui, tu dis que le ballon a repris plus d'aisance et d'ampleur. Que s'est-il passé? Que se passe-t-il aujourd'hui? Ils ont fait quelque chose que moi, peut-être, j'aurais eu plus de mal à faire par tradition, par culture et par habitude. Ils ont intégré plus la dimension ludique des étudiants que je ne le faisais, moi. Donc, il y a des salles dans lesquelles les étudiants peuvent venir s'adonner à ces petits plaisirs pianotés. Oh, c'est pas bon, ça, c'est l'art du divertissement. C'est tout le travail de la médiation, c'est qu'il ne faut pas que ça s'arrête à ce niveau-là. Cette salle est long des salles d'exposition où il y a un bon effort et un beau travail d'exposition qui a repris, qui était complètement tombé en désuétude dans l'époque antérieure. Donc ils ont restitué les salles d'exposition un petit peu moins grandes que celles qu'on avait, mais qui sont dans le même esprit de performance. Je me souviens que Bertrand y jouait sur le chiasme, par exemple, il utilisait nos salles pour démontrer ce qu'était le chiasme. Il mettait une musique de Mozart sur un mobile de Calder et une musique de jazz sur une statue du 18e, tu vois. Donc il y a cette idée de laboratoire d'art plastique a été bien renouée. Donc ça, c'est dans le prolongement. Donc ça fait partie des choses visibles. Et sur le plan de la programmation, il y a, compte tenu des difficultés des structures professionnelles, que ce soit avec le Covid, que ce soit aussi avec les changements de goût du public, ce lieu redevient un lieu intéressant pour la découverte de choses qui sont un peu aux marges du système. Parce qu'il y a une chose que tu as toujours évité, et de toute façon qui correspond, qui est dans tes gènes, c'est autant, et on peut avoir donné une portée pédagogique, dans le bon sens du terme, à un lieu comme cela. Donner aussi une portée créative, ça c'est essentiel, mais surtout pas démagogique. Comment éviter la démagogie? Parce que c'est ça en fait l'enjeu. On ouvre trop les portes, finalement le divertissement et le loisir prennent de plus en plus de place, et la culture se raréfie. Là, l'espace tel qu'il est fait permet de contenir ce danger, dans la mesure où il y a le bar. Donc le bar qui était un lieu de discussion, j'ai essayé d'y organiser des gueuloirs, tu vois, toutes ces provocations bien nécessaires à la vie d'un homme. Et il y a le bar là, et la petite salle à côté, puis l'extérieur, la terrasse. Bon. Ça c'est l'aspect lieu de vie. Bon. Et c'est distinct de ça, il y a ça d'ailleurs. Et l'un des responsables de la programmation, Peggy, est une grande spécialiste de la danse contemporaine. Donc elle fait venir des très beaux spectacles de danse contemporaine ou des résidences de danse et qui s'exportent parfois. Récemment, il y en a qui traversaient sur des fils le campus, l'esplanade Erasme. Regarde, cette scène, elle est parfaite pour les danseurs. Hein. Donc ça m'amène à ce que je te disais, tu vois, c'est une salle très difficile. C'est un même ensemble, la scène et le plateau qui est très grand, hein, et le public. J'ai des souvenirs, plusieurs. Quand j'étais étudiant, je venais au programme de l'Athénéum, au concert. Et très souvent, je dis, je ne connais pas l'artiste. Et je ressortais en disant, je veux le connaître davantage, c'est génial. Il y avait toujours la surprise, l'étonnement et la découverte. Ça revient, ça c'est bien, et je trouve que ça se fait nettement danse, c'est là que je viens un peu, mais ça se fait aussi pour le théâtre et les lectures. Donc il y a un souffle qui s'est maintenu, qui s'est retrouvé autour de ces questions-là, ça me fait chaud au cœur, c'est bien ça. Si, mais c'est ça.
Tu parlais de l'association art plus université plus culture. Oui. Est-ce que l'association a permis d'essaimer des athénéums sur d'autres campus? Assaimer des athénéums, non. Ce qu'elle a fait assaimer, et ça, c'est un peu le revers de la médaille. Quand on a fait le manifeste de Villeneuve d'Ascq, on était dans le Nord, quand on a créé Art plus Université plus Culture, et que, donc, à cette époque-là, on était vraiment en présence d'un sous-développement. Et notre idée était qu'il fallait promouvoir la création de lieux culturels dans les universités et d'assurer qu'il y ait une professionnalisation un petit peu autour du travail pour la gestion de ces lieux. Donc qu'il y ait des services culturels qui se montent. Et donc... Et ça s'est généralisé? Oui, il y a eu quand même de plus en plus d'endroits. Il s'est fait des théâtres à plusieurs endroits. Il s'en est fait à Metz, il s'en est fait à Rennes, bien sûr, il s'en est fait à Bordeaux, il s'en est fait à pas mal d'endroits, à Grenoble, donc des salles, des lieux de spectacle, hein. À Bordeaux, en plus, très orienté sur les arts plastiques, en plus. Donc, ça, c'est fait. Deuxième élément, il s'est créé beaucoup de services culturels. Donc, il y a maintenant des services culturels labellisés dans les différentes universités. Et la culture s'enseigne. Et voilà. Monseigneur. Oui. Donc, il y a ça. Mais le danger, c'est qu'en fait, je m'aperçois quand je regarde, j'ai quitté la présidence d'AUC il y a maintenant quand même 20 ans, hein, donc c'est quand même une satisfaction, tu vois, de voir que tu t'en vas des choses, mais qu'elles te survivent, la radio, l'Athénéum, Art plus Université, parce que tout simplement, AUC, c'est devenu, avec Isabelle, puisqu'Isabelle était venue avec moi dans cette aventure-là, on avait une revue qui s'appelait Les Cahiers d'AUC, qui était assez militante et choc, et qui visitait pas mal les artistes. Tout ça, ça a disparu. Et c'est devenu quand même beaucoup plus maintenant un syndicat de services culturels qu'un lieu de promotion du développement culturel comme on l'avait voulu au départ. Bon, ça a son utilité, mais ça soutient la gestion, mais c'est fonctionnalisé, quoi, si tu veux, mon avis. Avec des si, alors si on refaisait le chemin inverse, on revient en 1983, est-ce que tu ferais la même chose? Pas tout à fait, parce que je sais ce qui s'est passé après, donc si tu veux, il y a des choses que je ferais dès le début pour éviter les retards ou à l'allumage qu'on a pu avoir, notamment en matière d'équipement technologique, quoi. C'est sûr que, si tu veux, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a des possibilités énormes. Je parlais tout à l'heure du rétroprojecteur externe qu'on avait. C'est des monstres immaniables. Je veux dire que oui, c'est la renéotypeuse. Voilà, donc tout ça. Là, maintenant, tu te rends compte que tu as des petits engins, tu as des possibilités technologiques qui sont formidables. Je veux dire que je ferais plus de l'Athénéum une tête de réseau de différentes installations qu'il y aurait dans les bâtiments. Et ça m'avait toujours frappé, cette espèce de grégarité stable des étudiants dans leur parcours. C'est comme ça qu'on a créé l'Athénéum là, parce que c'est sûr du coup, le chemin, ils allaient être très embêtés, ça allait leur casser le chemin. Donc, tant qu'à faire, autant entrer boire un verre et puis rester là. Mais même dans l'amphi, c'est assez terrible. Au deuxième cours, j'avais plus de problème, ils prenaient tous la même place qu'ils prendraient toute l'année, il n'y avait rien à faire. Ah, on s'était mis là et on se remettait, et hop, sauf exception, ils gardaient les mêmes places tout le temps. Et je multiplierais ce qui a été un moment fort de l'Athénéum, je le ferai dès le départ, pour les provoquer, c'est-à-dire aller dans les cours, parce que je me suis aperçu vite, et on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y avait une lassitude des premiers enseignants qui s'étaient engagés et puis qu'ils se tournaient vers d'autres choses. C'est pas très rentable pour la carrière, quoi, hein, de soutenir l'action culturelle. Ça fait rire les jurys, donc des petits passe-temps que vous avez, ça n'a rien à voir avec la grande recherche, bon, et les questions fondamentales, de savoir si Louis XV est vraiment mort de la vérole ou pas. Bon. Il y a des jeux de mots là-dessus, tu sais l'histoire. Bon, donc, passons. Là, je me suis aperçu qu'il y avait un désengagement. Et donc, à partir de là, je pense qu'il faudrait attaquer les enseignants, travailler les enseignants directement en leur imposant des interventions dans les cours, quoi, d'artistes dans les cours. Moi, j'avais pu en trouver, je me souviens de cette intervention assez magnifique d'Anne-Marie Reynaud qui présentait un spectacle sur les petites femmes de danse à l'Athénéum, et elle avait un très beau solo de danse,
Donc il y avait un cours dans l'amphi Aristote. Donc j'ai vu avec le prof, c'était un prof de droit civil, c'était sympathique. Et je lui ai dit, voilà, on va te faire un truc, 10 minutes avant la fin, tu t'affoles pas de ce qui se passe. Et donc on a installé un cube en verre sur la chaire d'Aristote. Quelle image, la chair d'Aristote. Ah. Mais attends, après... Il y a la métaphysique et le physique. Ah oui, puis ça va dégénérer. Parce que, donc, 10 minutes avant la fin, paf, les lumières de l'amphi s'éteignent, une musique monte, une belle musique, peut-être même du Satie, oui. Un projecteur s'allume, éclaire la chair, sur le cube en verre, il y a une danseuse nue, et qui va effectuer un solo nu sur ce morceau de verre et sur la musique de Satie. Pas un souffle dans la salle, hein. C'était... Voilà, quand la lumière s'est rallumée, il y a eu de larges applaudissements, mais c'est le genre de choses dont je suis sûr que les étudiants se souviendront toute leur vie. Et puis l'enseignant, d'un seul coup, il me dit, bon, quand même, il ne croyait pas qu'on pouvait faire des choses comme ça, mais... Hein. Et tu parles d'une époque où on pouvait énormément oser. Oui. Est-ce que cette audace existe encore? Non. Non, elle n'existe plus parce que n'y a plus personne pour l'apprendre. C'est ça le vrai problème. Parce que je pense que provoquer des réactions, on en provoquait. C'est évident. Bon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des sujets quand même qui sont des sujets difficiles à manier. Mais cela étant, il y a des sujets tabous, mais je pense que, comme tous les sujets tabous, il y a place pour les traiter, sans aller jusqu'à l'apologie, tout en restant dans les limites de la loi. Hein. Mais il n'y a plus personne pour le faire. C'est tout ça. Qu'est-ce que tu veux ? Les structures culturelles, ils sont tous pensionnés à mort. L'autre jour, quand il y a eu l'incident avec la ministre de la Culture, qu'elle a chargé la soumise qui accusait le gouvernement de rien faire pour les artistes et tout, tu as remarqué qu'il n'y a pas eu une protestation dans la salle pour soutenir... et pourquoi ? Parce que tous ceux qui étaient dans la salle sont largement subventionnés par le ministère et ils n'allaient quand même pas d'un coup découvrir que charger la ministre en disant que c'est l'autre qui avait raison. Donc, surtout qu'ils savent qu'ils ont été gâtés. Ils ont été gâtés, on a un système qui permet de défendre l'intermittence, c'est quand même une plus-value, ça on peut pas l'ignorer. Sauf que la culture, elle fabrique comme dans la société, la case d'une élite un peu riche, aisée, et puis une majorité aussi d'acteurs culturels qui fonctionnent dans l'ombre, qui continuent à être invisibles et qui travaillent avec très peu de moyens. C'est le rôle aussi de l'Athénéum de révéler ces personnes-là. De les réveiller, c'est ça, c'est un rôle de révélateur. Un rôle de révélateur. Si on ne veut plus être trop provocateur, au moins révélateur. Hein. Mais tu ne peux pas révéler sans provoquer, parce que Jésus a fait du bruit parce qu'il a chassé les marchands du temple. Sinon, tout le monde s'en serait foutu. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est... Donc, il faut qu'il y ait cette part de provocation. Je pense que c'est possible, mais simplement, il faut trouver des gens qui veuillent le faire. Bon, je sais que du côté enseignant, c'est cuit. Je n'ai pas trouvé dans mes successeurs enseignants de gens... tous ceux qui ont pu travailler avec moi, que ce soit Michel Poty pour les expos scientifiques et techniques, que ce soit... Tous ceux-là, ils sont en retraite. Ils n'ont pas été remplacés. Ils n'ont pas été remplacés. Et la seule exception, c'est parce qu'il y a des nuits du chercheur, des expos comme ça sur la culture scientifique et technique, où là, il y a un pont qui est tout à fait intéressant. Et ça a été développé aussi. C'est une des raisons pour lesquelles l'Athénéum, par rapport à ce que tu évoquais, par rapport à mon époque, on le faisait, mais modestement, là, est beaucoup plus intégré dans la promotion de la culture scientifique et technique. Mais tu veux dire, Claude, que l'avenir de l'Athénéum n'est pas assuré ? Non. Bien sûr, il n'est pas assuré. C'est-à-dire, l'Athénéum, pour être retranché du campus, on transforme ce lieu finalement en dur. On peut en faire un nouveau lieu, soit de loisirs, soit de cours, un amphi. Ça aurait bien la configuration. Et puis, la vocation sort à l'extérieur. Les bonnes âmes peuvent le reprendre en main si elles le souhaitent. Je pense que l'Athénéum tient à la force des gens qui le font fonctionner et à la qualité d'écoute de ceux qui sont à la direction de l'université. Si une de ces deux choses-là fait défaut, l'Athénéum peut très bien sombrer dans l'oubli, comme c'était le cas pendant 3 ou 4 ans, après ma démission au début des années 2000, hein, où c'était... et puis RA, c'était un désert. Même s'il y a un rayonnement local, régional aussi de l'Athénéum, on n'a pas parlé
de la fréquentation du public dijonnais. Tu sais, le public dijonnais, on l'a souvent taxé de bien-pensants et un peu de bourgeois endormis. Alors, est-ce que le dijonnais, le bourgeois endormi, s'est révélé au contact de l'Athénéum? On ne peut pas dire ça. Il s'est réveillé. Bon, il y a eu d'autres contacts aussi. Hein. Donc, le public dijonnais, il reste très stratifié. C'est vrai, très stratifié. C'est pas une ville de grands mouvements. Les quartiers les plus populaires sont quand même carrément, toi, sont des quartiers un peu la Fontaine-Douche, les Grésy, tout ça, c'est des mondes qui restent à part. Donc ça reste une ville très, très fragmentée, très fracturée sur le truc. Puis deuxième élément, je pense que quand on parle de l'incertitude sur l'avenir pour l'Athénéum, je peux dire que j'en ai autant sur le TDB. La clientèle du TDB est une clientèle qui vieillit beaucoup et qui se renouvelle pas, et puis ils sont victimes du théâtre. Je pense que ceux qui travaillent sur les marges, en dehors des sentiers ouverts par les nouvelles technologies, sont tous dans une situation fragile, hein, de fragile et de dépendance. Peut-être provisoire. Mais c'est lié aussi à une politique culturelle, une programmation culturelle qui va dépendre de l'anomination des responsables des scènes conventionnées, des scènes nationales. Oui, tu me parlais d'une politique culturelle. C'est un joli mot, oui. Je me suis beaucoup intéressé à ça, il n'y en a plus. Hein. Je veux dire que c'est dans mon prochain livre, puisque je continue à écrire, dans mon prochain livre, là, Politique République en jachère, je parle d'un des gros manques d'une des grosses failles de la politique de Macron. J'aurais dû m'en douter. J'avais accompagné ses débuts à ce... Tu sais, mon frère m'avait incité à rencontrer. Je lui ai dit, on va voir ce qu'il a dans le ventre. J'avais rencontré, on avait sympathisé. Ton frère persiste, lui? Comment? Ton frère persiste? Ah oui. Il est toujours en grande admiration avec son petit Jésus. Mais bon, c'est très bien. Mais bon, moi, non, je reconnais beaucoup de choses à ce garçon. Hein. Mais pas seulement de ses faiblesses, mais également ses points forts. Et quand je lui dis, écoute-moi, et la culture, qu'est-ce que tu en penses? Je lui pose comme ça, brutalement, hein, autour d'un pot à bonne mère. Il m'a bon, de la culture. Tu vois avec Brigitte. C'est vrai, hein. Donc, il m'a dit ça. Tu vois avec Brigitte. Bon, j'ai vu avec Brigitte, ça n'a pas été très loin. J'ai vu qu'elle était très copine avec le patron du théâtre privé. Donc, bon, c'était pas tellement ma tasse de thé. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et donc, et qu'est-ce que je vois quand je regarde? Lui a absolument pas œuvré pour réconcilier la culture de masse et la culture populaire et la culture cultivée. Il n'a rien fait pour ça. Regarde, il y a eu deux coups coup sur coup, moi, qui m'ont complètement... Et ça a fait deux gros articles que j'ai fait. Il y en a un qui a fait du bruit, mais il y en a une sur le Louvre à Abu Dhabi, où il a salué cette grande initiative. Hein, bon, donc j'ai fait un premier article là-dessus en m'interrogeant sur la mise en œuvre dans le grand marché, dans le supermarché de la consommation artistique derrière les grands musées. Et puis le deuxième, c'était l'éloge à Johnny Hallyday, peu de temps après, un mois après. Hein, donc, Ah, il était content, Johnny. Et remercie le président parce qu'il a été, comment dire, touché. Oui. Ouais. Abu Dhabi, l'avantage à Abu Dhabi, il y a des chameaux, non? Parce que tu avais utilisé la métaphore du chameau de Robert Desnos. Ah oui. Le discours inaugural et l'inauguration d'Athénum, on m'a apporté le discours. Oui, Manuscrit, s'il vous plaît. Oui. Oui, parce que tu n'aimais pas la machine à écrire comme le numérique À l'époque, aujourd'hui. non, et puis je maniais rien. L'ordinateur, j'ai découvert tout ça tard. Hein. Et alors pourquoi le chameau? C'est à cause du chameau de Desnos. Oui. Parce qu'il avait des dents et il voulait se faire remettre d'autres dents par un dentiste. Et le dentiste lui dit, on ne va pas vous mettre des dents, vous en avez déjà. Et c'était une métaphore pour la culture. Pourquoi est-ce qu'on allait mettre de la culture à l'université alors qu'il y avait déjà de la culture? Voilà. Et ton discours, tu l'as fait moitié français, moitié latin? Moitié latin, oui, à cause d'Athénéum, puis je chantais bien qu'il y avait une... Tu voulais prêcher la bonne parole? Non, je voulais décontenancer un peu, parce que le latin se parle plus beaucoup. Oui. J'aimais bien de temps en temps en cours parler latin, j'adorais le latin, comme je te disais, j'ai passé 5 années de ma vie, quand j'étais jeune, au petit séminaire de Flavigny-sur-Ozerain. J'étais enfermé 3 mois par trimestre, mais c'était vraiment 3 mois sans sortir. Et donc, je me suis sauvé en apprenant le latin et en écrivant le latin.
Donc j'écrivais bien en ton latin, lapsus. j'écrivais des pièces en latin, c'est inoubliable. Les Horaces et les Curias, ça a été un de mes grands succès. Toutes nées en 3 mots, quand le premier frère disait à l'autre Amo, que l'autre lui répondait Amas, et que le troisième disait Amat, et que ça finissait très mal. Donc j'adore le latin. C'est vrai que je pense que toute ma culture est de là, elle vient de là. Et pas du blues. Non, Non, c'est à cause de Johnny que je dis Oui, ça. j'aime bien. Mais elle vient du latin parce que j'ai considéré que le latin me rappelait la manière dont mes ancêtres construisaient les murs en pierre sèche. C'est-à-dire tu mets pas de ciment, tu mets rien, tu n'as pas de ponctuation. Ton mur doit tenir bon exclusivement par l'ajustement que tu fais des pierres. Dès que je parle latin, quoi. Maintenant, ça se perd un peu. J'arrive même pas, chez mes petits-enfants, à les décider à poursuivre le latin ou la troisième. Donc, On a vécu quelque chose. Alors, je vais pas comparer avec le passé, parce que ce serait de la nostalgie, voire pire, de la mélancolie. Mais malgré tout, on a le droit d'être nostalgique. Ce qu'on n'a peut-être pas vécu à notre époque, l'après 68. On n'a pas connu de crise, à part choc pétrolier et autres. Là, on subit des crises infernales. Crise sanitaire, crise économique, crise mondiale avec la guerre en Ukraine. crise climatique. Crise climatique, évidemment, merci mon capitaine. On a vu de quelle façon le monde universitaire était malmené, avec des étudiants qui n'avaient plus de quoi manger dans le confinement, à faire quasiment la manche, à voir des profs qui faisaient de la solidarité et qui essaient de récupérer des invendus de produits alimentaires pour les redistribuer en sac ou en cagette aux étudiants affamés. On est où? Comment la culture peut s'en sortir dans ce contexte-là, face à des crises qu'on est incapable de contrôler? Il y a aussi un problème, c'est qu'il y a ces faits, mais il y a surtout aussi cet envahissement de l'univers et de l'imaginaire collectif par les nouvelles technologies. Et c'est une époque extrêmement angoissante. On angoisse beaucoup. Je sens les gens, quand je discute avec eux, sont très angoissés. Bah, tu sais que les Égyptiens de la Haute-Égypte avaient déjà Internet. Les pyramides étaient des antennes de relais. Ça a été dit, ça. Ah, oui. On entend tout. Mais non, ce que je pense, c'est qu'actuellement, il y a un climat anxiogène. Ces crises qui s'emboîtent, créent un climat anxiogène et qui paralyse, qui est très paralysant. Il y a une sorte d'anesthésie collective et donc, ce qui explique que si tu veux face à des problèmes aussi brûlants que ceux que tu évoques, aussi évidents, on ne voit pas. Les gens ne voient que ce qu'on leur dit de voir et ils n'entendent que ce qu'on leur demande d'entendre. Donc il y a une sorte... On vit une époque très très dangereuse pour l'action démocratique. Je pense vraiment qu'on est dans un moment inquiétant. Et alors, comme je considère, mais c'est la clé de tout ce que j'ai fait jusque-là et ici, qu'il y a un lien très étroit, mais profondément étroit, entre culture et politique. Il n'y a pas de politique sans culture et il n'y a pas de culture sans politique, ça n'existe pas. Les deux sont complètement interdépendants, complètement. Le pouvoir, c'est d'abord une affaire de symboles, hein, on le voit bien. À quoi on s'attaque? Macron lui enlève tous ses symboles un par un de pouvoir et tout pour mieux pouvoir le frapper. Et donc, cette idée de culture qui forme le noyau dur de la vie en société est actuellement complètement fissurée, ébranlée, dévorée tantôt par la culture de masse et les industries culturelles, tantôt par les réactions, les replis nationalistes consécutifs à la peur. Donc, tu connais le constat, c'est ce que beaucoup de personnes disent, c'est qu'à partir du moment où le mot, le verbe disparaît, c'est le geste qui prend le dessus, et donc l'expression d'une violence. Et donc, que faire en face de ça? Donc, surtout pas baisser les bras, hein. Et surtout pas baisser les bras et effectivement rappeler sans arrêt que la culture a une importance décisive, quoi, une importance décisive. Il y a une chose qui a été ratée complètement par les politiques et ça se ressent au point de vue de la culture, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que s'il y a un endroit où la démocratie doit se développer, c'est là où les gens pourraient avoir une maîtrise sur leur cadre de vie et ils l'ont pas. Et là, il faudrait la donner vite et réorganiser ça avec... réorganiser un dialogue que Macron n'a pas su conduire entre... Bon. Et dans ce local-là, il y a la culture. Les FRAC, c'est une réussite quand même. C'est un acte de décentralisation. Oui, c'est le seul. C'est quand même très curieux que ce soit le seul vrai en matière de culture, c'est la seule vraie décentralisation qu'il y ait eu, quoi. Parce que là, c'est l'État et une collectivité territoriale, la région, qui se mettent ensemble et qui
et qui finance à part égale quelque chose. Ça, c'est vraiment... bon, mais hélas, à part là, ça n'a pas été suivi dans les autres secteurs. On ferme les yeux, on est sur la scène. Quel artiste tu aimerais entendre aujourd'hui? Tu veux vraiment, ouais, je serais un pianiste. Ce serait Glenn Gould. J'aime cette manière de caresser la note à contresens. Et, ouais, j'adore, je suis fasciné. Je pense pas que... Merci Claude.